Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inflation, je vais vous parler des sanctions Russie-OTAN et je vais vous parler de ma vision sur l'avenir économique mondial. Tout d'abord, on va commencer par l'inflation. Les différents confinements et les blocages successifs de l'économie mondiale ont amené une faiblesse dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de production mondiales. C'est ça qui a fait ralentir le système économique mondial. Il y a eu une reprise, une forte reprise parce que tout le monde a été déconfiné et les prix ont automatiquement grimpé. Sur ce graphique, on peut voir l'inflation aux États-Unis. On peut voir qu'elle a atteint ses plus hauts depuis mars 2020. Sur la flèche verte, on peut voir le début du mandat de Biden. Et le petit carré rouge en haut, c'est le début de la guerre en Ukraine. Donc, on peut voir que l'inflation depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est carrément insignifiant, du moins aux États-Unis. En France et en Europe, par contre, on ressent vraiment l'inflation depuis la crise en Ukraine. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. On va d'abord voir qui impose les sanctions à la Russie, qui est neutre et qui est avec la Russie. Dans cette crise politique contre la Russie, le monde est vraiment divisé en trois parties. Il y a les pays qui sanctionnent fortement la Russie. Tous les pays de l'OTAN, l'Australie et le Japon. Ensuite, il y a les pays amicaux à la Russie. La Russie fait partie d'une coalition économique qui s'appelle les BRICS. Les BRICS sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Et ensuite, il y a le reste du monde, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique et l'Asie. Enfin, certains pays d'Asie, pas tous. Donc, on peut voir que là, vraiment, la grosse partie de la population mondiale est quand même assez neutre. Du côté des pays hostiles à la Russie, les sanctions pleuvent vraiment très fort. Gel des réserves de devises, saisie des biens des politiques et des hommes d'affaires russes, fermeture de l'espace aérien russe et expulsion du système SWIFT. Franchement, là, ils ont mis vraiment le paquet. Avec la pression médiatique et politique, certaines entreprises occidentales ont été obligées de fermer leur entreprise en Russie. Et ça représente environ 10% du chiffre d'affaires des sociétés occidentales. Donc ça fait quand même un gros pourcentage. À ça, il faut retirer les prévisions de croissance et il faut retirer tous les investissements qui ont été faits dans ces pays-là. La Russie, elle, a contre-attaqué en nationalisant toutes ces entreprises et parfois même comme McDonald's ou Ikea en changeant à peine le logo et en rouvrant les magasins pour sauvegarder tous les emplois, etc. Côté matières premières, en Europe, on est vraiment dépendant de la Russie. C'est pour ça que quand les politiciens ont mis les sanctions envers la Russie et qu'ils les ont coupés du SWIFT, eh bien, ils les ont coupés du SWIFT à part pour le gaz et certaines matières premières. Comme on peut voir sur ce tableau des importations d'énergie en Europe, la Russie représente 26,9% de nos importations de pétrole, elle représente 46,7% de nos importations de fuel et elle représente 41,1% de toutes nos importations de gaz naturel. Autant vous dire que si l'Europe demain décide de se passer du gaz russe, eh bien c'est impossible. Personne au monde ne peut nous fournir la quantité de gaz que la Russie nous fournit à l'instant où je vous parle. Alors, il y a bien un autre moyen de compenser la réduction d'importation de gaz russe. Et là, c'est le charbon. En 2019, 46,7% de toutes nos importations de charbon venaient de Russie. Et là, l'Europe veut interdire les importations de charbon. Merci, Madame van der Leyen. Et cela a automatiquement fait monter en flèche les cours des actions des plus grands producteurs de charbon américains. Du côté du blé, la situation est aussi très compliquée. La Russie et l'Ukraine à eux deux représentent 30% des importations de blé mondiales. Et la Russie a fait entendre qu'en cas de tension ou de pénurie sur le marché du blé, elle va privilégier les exportations vers les pays amis. Comme je vous l'avais dit précédemment, la Russie s'est vue geler ses réserves de devises. Et qui, pour moi, c'est une énorme erreur. Pourquoi ? 60% des réserves de devises sont en dollars, 20% sont en euros, et ensuite il y a le GBP, le yen, etc., etc. Mais ce qui fragilise vraiment le dollar, ce sont le gel des réserves de la Russie. Pourquoi ?
Parce que déjà, la plupart des matières premières et le pétrole s'échangent en dollars. Donc les pays producteurs et exportateurs de pétrole sont obligés d'avoir une réserve de dollars. Alors on va pas se mentir, il y a des gros pays producteurs et exportateurs de pétrole qui sont pas super en règle au niveau des droits de l'homme et au niveau de la démocratie. Donc ces pays-là qui ont beaucoup de réserves en dollars, eh bien se disent, si demain on se fâche avec les États-Unis ou que les États-Unis veulent nous couper l'herbe sous le pied, eh bien ils pourront geler nos réserves. Et vu qu'il y a eu un précédent, ça refroidit un peu tout le monde. Je vous avais dit aussi précédemment que la Russie avait été exclue du système bancaire SWIFT, ce qui l'a obligé de se tourner vers la Chine pour avoir un nouveau système de transaction. Et là, c'est là que ça accélère un peu les choses. Parce que la Russie, vu qu'elle ne peut plus utiliser l'euro ou le dollar pour ses transactions, eh bien maintenant va faire son commerce soit en rouble, soit en yuan. Et l'Arabie Saoudite, qui a un gros volume de transactions avec la Russie et la Chine, a accepté de faire ces transactions en yuan et non plus en dollars. Surtout en plus que les États-Unis n'ont pas branché et ça pourrait donner des idées à d'autres pays. Au début de la crise, le rouble a fortement dévalué face au dollar. Mais Poutine a réagi et a étalonné sa monnaie sur l'or. C'est-à-dire que chaque billet a une contrepartie en or. Ça s'appelle le Gold Exchange Standard. Et ça a redonné confiance aux investisseurs et maintenant, le rouble est revenu face au dollar à la normale. Du côté des États-Unis maintenant, on peut remarquer que l'économie commence à prendre du plomb dans l'aile. Cela peut paraître surprenant, mais les États-Unis ont des difficultés d'approvisionnement en pétrole. Et les prix ont fortement augmenté à la pompe. Et là commence le yo-yo des prix. Quand le prix à la pompe est cher, les gens consomment moins de produits raffinés. Donc les réserves automatiquement vont augmenter, ce qui fait baisser les prix à la bourse, ce qui va faire baisser automatiquement les prix à la pompe. Et les gens là, vu que le prix est pas cher, refont le plein, ça vide les réserves et ça refait augmenter le prix et le yo-yo commence. Pour la petite anecdote, cette semaine, des milliers d'avions sont restés cloués au sol à New York. Après que le prix du gallon du kérosène soit passé de 93 centimes à 7,61 $. Le stock de kérosène est tombé au plus bas depuis 2015. Concernant l'économie dans son ensemble aux États-Unis, on peut remarquer un fort ralentissement des nouvelles commandes aux usines. Les commerces au détail, le fret et les ventes de camions ont aussi fortement baissé. La Deutsche Bank, quant à elle, a sorti un rapport qui prévoit une récession aux US en 2023. La Fed a réagi et a mis en place un plan de crise avec une remontée des taux. La Fed a été fortement critiquée car les taux par rapport à l'inflation n'ont jamais été aussi écartés. Pour la zone euro, quant à elle, malgré une inflation de 7,2%, elle n'a toujours pas prévu de remonter ses taux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'aborderai le reste de l'économie mondiale dans mes prochaines vidéos parce qu'il y a tellement à dire, je ne peux pas tout faire dans une vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'aborde des sujets, n'hésitez pas à me contacter, soit par message sous cette vidéo, soit par mail. Allez, à plus, ciao!